On va voir maintenant la kératose précarcinomateuse ou kératose actinique ou encore kératose prépétélumateuse, tout ça c'est la même chose. C'est une lésion très fréquente qu'on voit habituellement chez le patient âgé et qui va se présenter sous la forme d'un aspect érythémato-kératosique, squameux, en général sur les zones photoexposées. C'est une lésion précurseur qui fait le lit des carcinomes épidermoïdes. La kératose précarcinomateuse, comment on la reconnaît au microscope? On la reconnaît grâce à une désorganisation architecturale et des atypies qui débutent au niveau de la couche basale de l'épiderme et qui, par définition, n'atteignent pas toute la hauteur de l'épiderme. Les couches superficielles, quant à elles, montrent souvent une hyperkératose avec de la parakératose, c'est-à-dire une conservation des noyaux au niveau de la couche cornée. Le derme, quant à lui, renferme des stigmates de dommages liés aux UV avec une élastose solaire, c'est l'aspect un peu grisâtre ici que vous pouvez observer. La kératose précarcinomateuse, c'est une pathologie fréquente et elle va présenter de nombreuses variantes. La kératose précarcinomateuse hypertrophique, qui va montrer un épaississement important de l'épiderme associé. La kératose précarcinomateuse atrophique, où au contraire on va avoir une atrophie avec un relief qui est plutôt plan, aminci. La kératose précarcinomateuse acantholytique, qui est le diagnostic différentiel de l'acanthome acantholytique qu'on a vu précédemment, et où on va avoir une acantholyse, mais entre des kératinocytes qui sont atypiques, c'est ce qu'on a essayé d'illustrer ici. Le variant lichénoïde, quant à lui, va montrer un infiltrat inflammatoire lichénoïde dans le derme superficiel, c'est-à-dire un infiltrat inflammatoire lymphocytaire en bande sous-épidermique, associé à des apoptoses au sein de la prolifération tumorale. Il y a d'autres variantes de kératose précarcinomateuse. La variante bourgeonnante ou proliférante va montrer un bourgeonnement du revêtement atypique dans le derme superficiel sans que ça réalise pour autant de vraies images d'infiltration. On peut aussi avoir une variante pigmentée où il y a une augmentation de la mélanine dans la couche basale de la lésion. On peut aussi avoir une variante à cellules claires, il y a une accumulation de glycogène intracétoplasmique. Et on peut avoir une variante associée à une corne cutanée. La corne cutanée, c'est un aspect clinique. Et là, dans cet aspect qui est illustré sur la lésion de droite, sur l'image de droite, on voit une hyperkératose verticale très importante qui va constituer cliniquement une corne. Et c'est en fait en zoomant, en allant voir au niveau de la base de cette corne, qu'on va voir qu'il y a une prolifération de kératinocytes atypiques ici qui bourgeonnent un petit peu dans le derme superficiel. Pour les diagnostics différentiels de la kératose précarcinomateuse, un des principaux est celui du carcinome épidermoïde infiltrant et éventuellement de carcinome épidermoïde in situ dans la maladie de Bowen. Pour le carcinome épidermoïde infiltrant, ce qui est illustré ici sur cette diapositive, c'est un cas où la prolifération kératinocytaire s'étend et colonise les annexes sudorales ici, autour de la lumière du canal, et annexes pilaires ici. Cette colonisation d'annexes reste fonctionnellement in situ, limitée par une membrane basale et n'a pas de connotation d'infiltration. Par contre, toujours sur cette même illustration, vous voyez qu'ici, il y a un petit secteur où les cellules sont dissociées, isolées, au sein d'une réaction fibreuse du stroma. Et ça correspond par contre à un contingent infiltrant, et donc on classifierait cette lésion plutôt au total comme un carcinome épidermoïde micro-infiltrant. Le carcinome basocellulaire peut aussi, dans certaines circonstances, être considéré comme un diagnostic différentiel, c'est un petit peu plus rare. Dans les autres diagnostics différentiels qu'on peut considérer, parfois un mélanome intraépidermique peut être assez difficile, un peu subtil à différencier d'une kératose précarcinomateuse pigmentée. Vous avez ici l'exemple d'un cas où on a l'impression qu'on distingue au niveau de la basale des cellules peut-être un petit peu plus atypiques et un peu plus pigmentées, dont on ne sait pas très bien si ce sont des kératinocytes ou des mélanocytes. En l'occurrence ici, il ne faut pas hésiter à compléter par exemple une immunohistochimie dirigée contre les mélanocytes. Ici c'était un antigène mélana, et ce qui va vous montrer ici qu'il y a une prolifération mélanocytaire au niveau de la basale. On voit bien que la morphologie est aussi parfois un peu dendritique, et qui va témoigner ici sur cette zone qui est en zone d'élastose solaire importante, qui correspond ici à un mélanome de Dubreuil. De temps en temps aussi, donc, quand il y a une inflammation lichénoïde en regard, un autre diagnostic qu'on va voir plus tard, la kératose lichénoïde bénigne, peut aussi se discuter. La maladie de Bowen, ou carcinome épidermoïde in situ, c'est une terminologie qui est propre à la peau, mais c'est exactement la même chose.
C'est une pathologie qu'on va voir chez l'adulte et qui va se présenter en général sous la forme d'une plaque érythémato-squameuse plutôt bien limitée. Et c'est une lésion qui est considérée comme un précurseur d'un carcinome épidermoïde infiltrant. D'un point de vue histopathologique, c'est toute la hauteur de l'épiderme qui va être atteinte avec une désorganisation architecturale, des atypies kératinocytaires et des mitoses ascensionnées. On pourra avoir éventuellement la formation d'une corne, et cette lésion, la maladie de Bowen, comme la kératose précarcinomateuse, sera présente souvent sur une peau en dommage actinique sévère avec la présence d'une élastose solaire. Ici sur cette diapo, à un grossissement intermédiaire, vous pouvez mieux apprécier la perte de la maturation normale de l'épiderme avec des cellules des kératinocytes qui non seulement sont un peu atypiques, mais qui surtout ont une perte complète de la maturation normale qui se produit de bas en haut dans l'épiderme. Sur cette diapositive, un plus fort grossissement, on peut mieux apprécier la présence de cette désorganisation architecturale avec des cellules qui se ressemblent de haut en bas. On voit aussi la présence de mitoses ascensionnées et on aperçoit une parakératose en surface. Et on peut parfois avoir la présence d'une corne. Enfin, on peut aussi avoir un signe qui est très bien décrit dans les textbooks anglo-saxons, qui est la présence d'une couche de kératinocytes qui sont préservés au niveau basal. C'est ce que les anglo-saxons appellent le signe de Leyliner. La maladie de Bowen peut aussi montrer un anexotropisme, c'est-à-dire qu'elle peut en plus de coloniser l'épiderme et de le remplacer, elle peut aussi s'étendre aux annexes folliculaires ou sudorales. Ici, on voit une colonisation avec un remplacement partiel du follicule pilosébacé. On voit un petit peu de glande sébacée résiduelle à cet endroit-là. Cet aspect ne doit pas faire confondre avec une infiltration du derme sous-jacent. Cela reste ici in situ. Comme précédemment, dans la maladie de Bowen, il existe de nombreux variants. Une image pour illustrer, la variante pagétoïde, où des cellules tumorales de la maladie de Bowen peuvent ascensionner dans l'épiderme de manière clonale, soit en nid, soit en cellules isolées, et c'est un aspect qu'il ne faudra pas confondre avec un mélanome intraépidermique SSM ou avec une maladie de Paget. Comme dans les kératoses précarcinomateuses ou comme dans le carcinome épidermoïde infiltrant, les cellules tumorales peuvent présenter un cytoplasme clair, et ça peut être une clarification qui est soit focale, comme ici, ou soit diffuse au sein de toute la tumeur. Ça n'a pas d'implication particulière et c'est simplement un variant qu'il faut connaître. Alors quels sont les diagnostics différentiels qu'on peut envisager pour une maladie de Bowen, un carcinome épidermoïde in situ? Alors les autres niveaux de dysplasie kératinocytaire, en particulier donc la kératose précarcinomateuse, kératose actinique, peuvent être considérés comme diagnostics différentiels. Donc la différence est essentiellement dans le niveau, dans l'architecture, dans le niveau de dysplasie qui va être intéressé au niveau de l'épiderme. La kératose précarcinomateuse a un niveau de dysplasie qui est plus basal. La kératose séborique, en particulier dans son variant clonal, peut de temps en temps faire discuter une maladie de Bowen. La clé du diagnostic est en général ici dans l'absence d'atypie dans la kératose séborique. Le mélanome, in situ, en particulier les SSM, peuvent ressembler à une maladie de Bowen dans son variant pagétoïde, et si vous avez un doute, il ne faut pas hésiter à faire éventuellement un petit peu d'immunohistochimie. La maladie de Paget, extramammaire, peut ressembler aussi à la maladie de Bowen pagétoïde, et c'est un exemple ici qui est illustré, un cas qui n'est pas si évident que ça, où vous voyez qu'on a la présence donc de cellules intraépidermiques en ascension isolée qui pourraient faire discuter, en particulier ici, puisque là elles sont parfois pigmentées, soit une maladie de Paget extramammaire pigmentée, soit un mélanome SSM in situ, et en l'occurrence ici c'est une histochimie CK7 qui vous montre que ces cellules sont les cellules épithéliales tumorales d'une maladie de Paget extramammaire et que ce n'est pas un mélanome ni une maladie de Bowen. Enfin, le carcinome sébacé, plus rarement, et en particulier au niveau oculaire, peut aussi se présenter sous la forme d'un aspect pagétoïde, c'est un petit peu moins fréquent. On passe maintenant au carcinome épidermoïde infiltrant. C'est une tumeur cutanée qui est très fréquente et qui est plutôt de bon pronostic quand il est primitivement cutané. C'est une tumeur qui va se présenter en général sous la forme d'une lésion d'un nodule kératosique, comme ici, ou comme une lésion ulcérée bourgeonnante. Et ça siège en général sur les zones photoexposées.
Au microscope, à faible grossissement, c'est une prolifération malpighienne qui va avoir de loin un aspect un peu rose, rouge rosé, contrairement au carcinobasocellulaire qu'on reverra plus tard, et qui va être en général raccordé à l'épiderme et infiltrant le derme avec souvent une délimitation qui est un petit peu moins nette, un peu stellaire, un peu émiettée au front d'invasion et qui va infiltrer le derme ou éventuellement l'hypoderme. Un plus fort grossissement, donc le carcinome épidermoïde c'est bien sûr une tumeur maligne et donc on va retrouver la plupart du temps des mitoses et des atypies cytonucléaires. L'aspect va par contre être variable selon le degré de différenciation. Ici, dans un cas de carcinome épidermoïde bien différencié, on va avoir une kératinisation qui va être plus marquée. Donc on va retrouver une kératinisation à l'échelon pluricellulaire, les globes cornés, et des kératinisations à l'échelon unicellulaire, les dyskératoses. Dans le carcinome épidermoïde bien différencié, en général, les atypies sont un petit peu moins marquées et les cellules ont souvent un cytoplasme un peu plus abondant et eosinophile, elles sont plus polygonales et on voit plutôt bien les ponts intercellulaires. Dans le carcinome épidermoïde moyennement différencié, cette fois-ci, il y a moins de kératinisation, le pléomorphisme éventuellement va être un petit peu plus marqué, éventuellement un peu plus de mitose, et on va devoir un petit peu chercher avant de trouver de la dyskératose, par exemple ici, pour identifier la différenciation kératinisante. Enfin, dans le cas du carcinome épidermoïde peu différencié, la kératinisation va être subtile ou absente et on va être obligé, pour déterminer l'identité de carcinome épidermoïde, de chercher des zones mieux différenciées, de chercher un composant in situ intraépidermique ou éventuellement d'utiliser l'immunohistochimie. Dans ces cas-là, la différenciation qu'il faudra retenir dans votre compte-rendu est par convention la partie qui est la moins différenciée de la tumeur. Alors rapidement, dans le carcinome épidermoïde infiltrant cutané, quels sont les critères histopronostiques à faire mentionner dans un compte-rendu? En particulier, la présence d'engainement nerveux, l'épaisseur d'infiltration en équivalent Breslow, comme dans le mélanome, et en général, on dit qu'une infiltration de plus de 2 mm a un peu plus de risque de métastase. Et enfin, la présence d'invasion lymphovasculaire, ce qui n'est pas toujours si facile que ça à voir. Vous avez ici, par exemple, le cas d'une espèce de lymphangite carcinomateuse qui était en périphérie d'un carcinome épidermoïde, où morphologiquement, vous devinez certains vaisseaux semblent comblés par des cellules tumorales en plusieurs endroits, et vous voyez en regard la cytokératine A1, A3, qui montre effectivement ces amas tumoraux qui sont moulés dans de nombreux vaisseaux dermiques et qui représentent donc des emboles vasculaires. Et ici, sur cette image, vous avez une illustration d'un engainement périnerveux ici, avec la tumeur qui engaine complètement et se développe autour de ce filet nerveux qu'on retrouve en plusieurs endroits. Alors, il y a d'autres variants qui peuvent être un peu difficiles et piégeants, en particulier le carcinome épidermoïde à cellules fusiformes, qui va ressembler plutôt à une tumeur à cellules fusiformes, en général plutôt avec une morphologie qui sera un peu comme celle qui est illustrée ici, donc plutôt une morphologie de tumeur à cellules fusiformes et pléomorphes. Vous voyez au centre du champ ici une mitose qui est atypique, avec une ségrégation chromosomique anormale. Et dans ce cas de figure, en général, il faudra que vous fassiez un petit peu d'immunohistochimie pour arriver à prouver qu'il y a une positivité de marqueurs immunohistochimiques en rapport avec une différenciation malpighienne, donc par exemple P63 ou par exemple une cytokératine, soit une 1E3, soit une cytokératine 5,6. Il y a d'autres variants qui peuvent exister. On peut avoir une différenciation divergente métaplasique, par exemple une formation d'ostéoïdes, avec une différenciation divergente ostéoformatrice, ou autre chose. Voilà. Le carcinome épidermoïde peut être à cellules claires, on en a déjà parlé. Vous avez une illustration ici d'un carcinome épidermoïde infiltrant qui est assez riche en cellules claires, avec une vacuolisation cytoplasmique qui est un peu optiquement vide et dilatée. Il peut aussi être acantholytique, avec une séparation, un clivage entre les kératinocytes. C'est lié à des mutations de protéines de jonction intercellulaire et ça n'a pas d'incidence particulière et ça ne mérite pas d'être franchement mis en avant dans le compte-rendu. Vous pouvez le décrire. Une variante morphologique des carcinomes épidermoïdes peu différenciés, qui est un terme qui est un petit peu moins usité aujourd'hui, était ce qu'on appelait le carcinome épidermoïde bowenoïde, par référence en fait à la perte de maturation complète du contingent intraépidermique, et qui par contre là se poursuit par un composant infiltrant dermique, en général très peu différencié, et qui va infiltrer sous la forme de travées et d'amas
raccordés à la surface. Et on verra que ce variant pose parfois un problème diagnostique avec certains porocarcinomes, donc tumeurs annexielles qu'on verra dans l'autre cours. Alors quand on pense faire un diagnostic de carcinome épidermoïde infiltrant, quel diagnostic différentiel faut-il garder à l'esprit? Donc un des diagnostics qui est relativement fréquent, diagnostic différentiel, c'est l'hyperplasie pseudo-épithéliomateuse. Vous avez ici un cas qui est illustré sur l'image en dessous, où on retrouve donc une prolifération malpighienne avec des crêtes qui sont un peu irrégulières, de taille et de forme irrégulière, sans franche atypie, mais avec un amas là, qui pourrait éventuellement se dissocier de l'épiderme. En l'occurrence, à plus fort grossissement, on voit qu'il y a une population inflammatoire avec des cellules géantes multinucléées, là, ici, et une inflammation un peu polymorphe avec des polynucléaires neutrophiles et éosinophiles au sein de cette inflammation. Et en fait ici, sur la coloration de Grocotte, il s'agit d'une infection fongique avec des filaments là, mycéliens qu'on voit en plusieurs endroits. Donc là ici il s'agissait en fait d'une hyperplasie pseudo-épithéliomateuse sur une infection fongique chronique. Donc ce sont des cas qui peuvent être assez piégeants et ça n'est pas rare qu'on se pose la question entre une hyperplasie pseudo-épithéliomateuse dans le cadre soit d'une maladie inflammatoire chronique, soit d'une infection, soit d'un traumatisme et une vraie prolifération tumorale. La kératose séborique, en particulier dans son variant irrité, peut aussi de temps en temps faire un peu hésiter. On cherchera là encore l'absence d'atypie. Le porocarcinome, on en a déjà un peu parlé, on le reverra dans le cours sur le porocarcinome, peut également être discuté. Le carcinome basocellulaire va en général être plus bleu et moins rouge que le carcinome épidermoïde, mais de temps en temps, quand le carcinome basocellulaire est un peu kératinisant, ce sont peut-être des problématiques qui se posent. Le carcinome annexial microcystique est en général une tumeur qui est moins atypique et qui est plutôt avec un gradient vertical, avec des kystes coronés en superficie et des lumières en profondeur. On le reverra dans le cours sur les tumeurs annexiales. Enfin, le fibroxanthome atypique, le diagnostic différentiel se pose pour le carcinome épidermoïde à cellules fusiformes, et là ce sera par définition un diagnostic d'élimination sur l'absence de marquage de cytokératine et de la P63 ou la P40, qui donc vous orientera par défaut vers un fibroxanthome atypique dans le cadre d'une tumeur dermique bien limitée, n'envahissant pas l'hypoderme.